Bonjour à toutes et tous. Je vais vous faire cette présentation sur microbiote, des microbes qui nous font du bien. J'ai plus l'habitude pour cette conférence de parler à des collègues, chercheurs. Je suis moi-même chercheur, microbiologiste, et je travaille dans un laboratoire de l'Institut qu'on appelle INRAE. Je travaille sur les microbiotes, et notamment le microbiote du tube digestif. Et je vais utiliser des mots qui peut-être parfois pourront vous sembler un petit peu compliqués. Donc si c'est le cas, faites-moi signe, dites-le moi, et j'essaierai de m'expliquer un petit peu. Voilà, alors microbiote, on va ensemble voir ce que ça représente. Vous connaissez certainement, vous connaissez en tout cas ce que sont les microbes. Et parmi les microbes, on compte des microbes dangereux et des microbes qui sont plutôt amis, plutôt bénéfiques. Et très souvent, on ne réalise pas l'importance qu'ont les microbes bénéfiques et on pense que la majorité des microbes sont dangereux alors que, heureusement pour nous, la majorité des microbes sont plutôt des amis. Alors je vais faire une présentation en 3 volets. Un premier volet sur microbiote en posant des questions simples. Qui es-tu? Où es-tu? Que fais-tu? Et j'essaierai de démontrer que l'on fait équipe avec les microbes avec lesquels on interagit. Sur un deuxième volet, j'expliquerai la relation qu'on connaît aujourd'hui entre microbes ou microbiote et maladie, et puis comment on peut aller utiliser le microbiote comme potentiellement même un médicament. Et puis enfin, dans un troisième volet, on verra ensemble comment bien faire équipe avec notre microbiote. Donc je vais commencer par microbiote, qui es-tu, où es-tu, que fais-tu? Et avant même de commencer ça, j'ai envie de dire que les microbes sont sur la Terre depuis très très longtemps. L'histoire de la Terre, c'est presque 4 milliards d'années, et les microbes sont arrivés assez tôt, alors que la Terre était encore un environnement pas très sympathique, un peu hostile. Il y avait des volcans, c'est ce qui est à gauche ici, il n'y avait pas d'oxygène dans l'air, et les microbes ont traversé toute cette évolution de la Terre, jusqu'à l'apparition des singes, puis des hommes à travers l'évolution. Et donc, ils ont coévolué en fait, avec toutes ces formes de vie sur la planète, y compris les plantes et les animaux. Et la partie de l'histoire de la Terre qui correspond à l'humanité, à l'humain, aux hommes et aux femmes sur la Terre, est toute petite par rapport à cette longue histoire de la planète. Alors, microbe ou microbiote? Qui es-tu? Où es-tu? On va commencer par ça. En fait, nous humains, on est microbiens, on a des microbes partout, sur la peau, et puis également partout où il y a une connexion du corps avec l'extérieur. Donc c'est dans le nez, dans la bouche, autour des dents notamment. On brosse les dents parce que si on ne brosse pas, on va laisser beaucoup de microbes et certains sont capables d'attaquer nos dents et de faire des trous. Et puis on a aussi des microbes dans les poumons, parce qu'on respire et c'est connecté avec l'extérieur. Et puis on a des microbes dans le tube digestif, tout au long du tube digestif. C'est un peu pour ça que j'avais posé comme image les toilettes à côté. À travers tout le tube digestif, on va le voir. Et puis on a également des microbes sur le sexe, en fait, des garçons et des filles. Combien es-tu, microbiote? Alors j'ai proposé 3 chiffres ici, avec 8 zéros, 100 millions, avec 11 zéros, 100 milliards, et avec 15 zéros, 100 000 milliards. Est-ce que vous avez une idée du nombre de bactéries avec lesquelles chaque individu interagit? Mais en fait, c'est le plus grand chiffre qui est le bon, c'est 100 000 milliards. C'est énorme, c'est à peu près autant qu'on a de cellules humaines dans le corps humain. Et puis enfin, microbiote, quand viens-tu et d'où viens-tu? Quand viens-tu, donc l'image au milieu vous aide un petit peu à réaliser quand on devient microbien. En fait, on devient microbien à partir du moment même de la naissance où on rencontre le monde microbien. Avant, on est protégé contre les microbes, et puis finalement, au moment de la naissance, on va rencontrer des microbes qui viennent principalement de la maman, et puis ensuite
de l'environnement. Alors à l'hôpital, des gens qui s'occupent des nouveau-nés, en fait, dans les couveuses, et puis dans l'environnement en général, en fait. Hein. On sait même que les gens qui ont un animal de compagnie vont pouvoir échanger des microbes avec leur animal de compagnie. Donc d'où viens-tu? D'un petit peu partout. Et le microbiote va se construire de façon vraiment importante après la naissance, en fait. Et au début, il n'y a pas beaucoup de microbes, puis petit à petit, ça va augmenter en diversité, en richesse, jusqu'à peu près l'âge de 5 ans, tel qu'on le voit aujourd'hui, tel que la recherche nous le dit. Alors, dans le tube digestif, on a des microbes tout au long du tube digestif, donc de l'estomac, en bleu ici, ou dans 1 gramme de contenu, 1 gramme c'est à peu près le bout de mon pouce en fait, hein, en volume, on a entre 100 et 1000 bactéries par gramme. C'est pas beaucoup parce que c'est un environnement pas très facile à vivre. C'est acide comme le vinaigre en fait, et puis c'est aussi très secoué par l'activité de l'estomac. Et puis ensuite on passe dans un long tuyau, c'est ce qui est représenté en rouge ici, et c'est le petit intestin, plusieurs mètres de longueur, et là on va de 1 à 100 millions de bactéries par gramme, encore une fois par la pointe de mon pouce, le bout de mon pouce, donc ça devient très dense, important en nombre, et puis ensuite dans le gros intestin, qui est représenté en marron ici, qui est plus court, mais plus gros, finalement, où le transit ralentit également, on va jusqu'à 100 milliards de bactéries par gramme. 100 milliards dans la tête de mon pouce, c'est le nombre de cellules qu'on a dans notre cerveau. En fait, donc c'est assez énorme. Et ce que j'ai représenté ici dans la partie droite, c'est la paroi de l'intestin. Donc l'intestin, ce long tube, a une paroi qui est composée d'une couche de cellules, des cellules humaines qui sont représentées en rose ici, et qui séparent les bactéries dans le contenu de l'intestin et le reste du corps humain, la voie sanguine, notamment le sang, et puis les tissus. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que si on regarde un petit peu en détail la paroi de l'intestin, on voit qu'il y a énormément de petites villosités, on appelle ça, des petites pointes qui dépassent et qui permettent d'augmenter la surface pour faciliter l'absorption et notamment nous permettre de récupérer l'énergie que nous apporte l'aliment. Ça augmente énormément la surface. Si on pouvait étaler complètement toute la surface de la paroi de l'intestin à plat, mais ça représente la taille d'un terrain de tennis en fait. 400 mètres carrés. Et puis il y a aussi une petite couche de protection qui n'est pas représentée ici, mais qui est très souvent présente dans l'intestin, qui est représentée en bleu ici, qui est un mucus, un gel en fait, qui est produit en permanence et éliminé en permanence, et qui va également contribuer à l'élimination progressive au fur et à mesure des bactéries et des microbes qui sont présents dans notre microbiote intestinal. Alors les microbes du tube digestif, on en voit quelques-uns sur ces illustrations. Alors pour les étudier, on utilise le microscope pour les regarder. Et puis on peut également les faire pousser sur des boîtes de culture au laboratoire. Quand une bactérie va se développer, elle va se multiplier énormément et finalement on va pouvoir voir une petite colonie, on appelle ça, de bactéries qui viennent de la même bactérie au départ. Et ce que l'on voit ici, c'est les différentes formes de micro-organismes qu'on peut rencontrer. Donc on va avoir des filaments, parfois très longs, quelquefois on a des bâtonnets, parfois assez longs également, et puis assez souvent des petites billes, en fait, qu'on appelle des coques, qui peuvent être un par un, deux par deux, parfois en petites chaînettes, en fait. Alors on a appris à les voir et à les étudier pendant longtemps, avec comme seul outil le microscope ou nos boîtes de culture. Ici, ce qu'on a comme représentation, c'est un microscope électronique qui nous permet de voir, donc quelque chose qui permet de voir les tout petits éléments vivants. Et pour vous donner une idée, si on imagine la tête d'une épingle ou d'une aiguille de couture, eh bien, la tête de l'aiguille, elle est à peu près grande comme ça, en fait. Donc les microbes sont tout petits, et il faut la microscopie électronique pour arriver à les voir comme on les voit ici. Cependant, quand on a utilisé la microscopie et puis nos boîtes de culture, on a pu comparer
les nombres de microbes qu'on observe avec une méthode et l'autre. Et on s'est rendu compte qu'avec la microscopie, on voyait beaucoup plus de microbes que l'on était capable de faire pousser au laboratoire sur les boîtes de pétri. Et c'est ce que j'essaye d'illustrer par cette image qui représente un bloc de glace. C'est en fait un iceberg, donc un énorme glaçon qui flotte dans l'eau de mer. Et eh bien, on ne voit qu'une petite partie de la réalité en fait, du système, qui est un glaçon énorme. Alors voilà, si on avait la possibilité de voir sous l'eau, on verrait qu'effectivement, on voyait qu'une toute petite partie. Bah, c'est un peu ce qui nous arrive quand on étudie les microbes de l'intestin à travers des milieux de culture et des boîtes au laboratoire. Et donc, on a dû essayer de trouver des moyens pour explorer complètement le microbiote intestinal, pour voir le microbiote du tube digestif dans son ensemble. Et la façon dont on a fait ça, c'est en utilisant la carte d'identité des microbes. En fait, les microbes ont une carte d'identité qui est contenue à l'intérieur. Ici, c'est un microbe. Et on a à l'intérieur ce petit filament jaune qui est sa carte d'identité, son ADN. Et on sait aujourd'hui caractériser tous les microbes en étudiant leur carte d'identité. Ce qu'on a pu observer en faisant ça, c'est qu'il y a une énorme diversité de microbes dans nos intestins notamment, avec une diversité surtout présente dans le gros intestin qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, alors encore quelques questions. Microbiote, à quoi tu joues, à quoi tu sers? En fait, on peut se demander comment savoir, comment étudier les rôles que peut exercer notre microbiote intestinal. Donc j'ai laissé un indice dans cette diapositive qui est la petite souris qui est là. En fait, on a utilisé un animal de laboratoire, entre autres, pour essayer de comprendre quelles sont les fonctions, les rôles qu'exercent nos microbiotes. Et on est capable d'élever des souris, notamment, dans des environnements comme cette boîte ici avec des parois transparentes, mais complètement contrôlées et sans microbes. Et donc là, l'aliment est sans microbes, l'eau est sans microbes, les cages sont sans microbes, la litière également. Et donc on peut élever toute leur vie, en fait, ces animaux, dans des conditions sans microbes. Et puis on peut bien sûr leur apporter des microbes, par exemple des microbes d'autres souris qui sont élevés normalement, ou des microbes humains également, pour essayer de comprendre quelle est la différence entre l'animal élevé sans ces microbes et l'animal qui possède un microbiote qui peut être un microbiote humain. Et ça a conduit à caractériser les grandes fonctions que peuvent exercer les microbiotes du tube digestif. Donc quand on dit à quoi tu sers, on va séparer ça en 4 grandes fonctions. La première en bas, c'est une représentation imagée de la richesse et de la diversité du microbiote intestinal. Il est très divers et surtout, il occupe l'espace disponible. Et chaque fois qu'il y a un espace disponible à occuper, qu'il y a à manger pour un microbe, il va y avoir un microbe qui va se développer, qui va occuper l'espace. C'est très important pour nous parce que c'est une façon directe de nous protéger contre l'invasion ou le développement de microbes qui viennent de l'environnement. Par exemple, quand on mange un morceau de fromage, on avale énormément de bactéries, de champignons, de levures, et ces microbes qui ne sont pas des microbes habituels de l'intestin, ils vont passer au travers sans s'installer, et notamment parce que notre microbiote à nous est là, installé, et il occupe l'espace. Et donc c'est une barrière de protection, en fait, comme un premier rôle très important. Un deuxième rôle va consister à comment les microbes de l'intestin agissent sur l'aliment. Et notamment, dans l'aliment, on a des composés qui sont des végétaux ou des fruits et légumes. Et les fruits et légumes apportent des choses que nous, on n'est pas capable de digérer. Et que si on n'avait pas les microbes, on ne serait pas du tout capable de digérer, donc ils passeraient complètement, qu'ils seraient éliminés comme des déchets. Eh bien, au lieu d'être éliminés comme des déchets, ces composés-là, qui sont les fibres de la partie fruits et légumes de notre alimentation, vont être une source d'énergie pour les microbes. Et donc ça va nourrir nos microbes intestinaux. Le troisième volet que je vais décrire, c'est ce bouclier de défense, en fait, c'est ce bouclier de protection. Alors on a des mécanismes
humain de protection contre les agressions, contre les attaques qui viennent de l'extérieur, qui sont représentées par les flèches ici. Et ce bouclier-là, il est renforcé par la relation que l'on a, par l'interaction que l'on a avec les microbes intestinaux, qui donc renforcent nos propriétés de défense, nos possibilités de défense. Et puis enfin, j'ai représenté ici un bébé qui grandit, un enfant qui grandit petit à petit. Et en fait, ce que je veux illustrer par ça, c'est que notre microbiote intestinal agit avec l'ensemble du corps et contribue au développement des organes et à la croissance et au développement du corps humain. Alors, microbiote, je te donne, tu me donnes, c'est un échange et on fait équipe en fait. Et ce que j'ai envie d'illustrer ici, c'est que nous, on va fournir finalement sa maison au microbiote intestinal, c'est le tube digestif avec la bonne température, avec l'humidité qu'il faut pour que les microbes se développent. Et puis on va aussi, comme on le voyait, lui apporter les fibres des fruits et légumes que l'on va manger et qui vont le nourrir. Et en échange, le microbiote intestinal nous fournit toutes ces fonctions qu'on a évoquées, et notamment la fonction de protection, de barrière, de défense, de bouclier contre les attaques de l'extérieur. J'ai ajouté ici une petite sèche, un petit poulpe, parce que c'est quelque chose qui a été beaucoup étudié. C'est une relation entre le poulpe et des microbes qui lui ont permis, à travers l'évolution, de survivre, en fait. La façon dont ça marche, c'est que le poulpe va chasser la nuit, en nageant entre deux eaux, et il a dans son corps un organe qui lui permet d'accumuler des microbes qui font de la lumière. Et quand la nuit, les microbes font de la lumière, eh bien finalement, le petit poulpe ne projette pas d'ombre. Et les poissons qui sont en dessous, qui s'ils le voyaient iraient le manger, ne peuvent pas le voir. Et donc cette relation entre le petit poulpe et des bactéries qui font de la lumière, à travers l'évolution, lui a permis de survivre pendant des années et des années. Et c'est ce qu'on appelle une symbiose. Et en fait, on peut, par extension, considérer que la relation que nous, on a avec nos microbes, notamment au niveau de l'intestin, c'est une symbiose. C'est une relation qui, finalement, profite aux deux. Nous, on donne la maison, la nourriture à nos microbes qui, en retour, nous fournissent énormément de protection. Et on peut faire une petite pause, et si vous avez des questions, je suis preneur. Et j'enchaîne. Ok. Voilà, le deuxième volet que je voulais aborder avec vous, c'est microbiote et maladie, microbiote médicament. On va aller jusque-là, on va voir ensemble comment le microbiote peut être un médicament. Mais d'abord, je voulais illustrer des choses un petit peu complexes, mais qu'on a appris à connaître en étudiant des grandes populations sur la Terre. On s'est rendu compte entre 1950, l'année de naissance potentiellement de vos grands-parents, en fait, et l'année 2000, qu'on arrivait, grâce à la médecine, grâce à la propreté aussi, à contrôler énormément de maladies. Et toutes ces droites, toutes ces courbes qui descendent, c'est des maladies qui sont causées par un microbe dangereux. Et ce que l'on voit, c'est que même pour certaines, on a été capable de les éliminer complètement. En fait, elles ont disparu de la Terre. Et ça, c'est lié à la propreté, c'est lié au développement des vaccins, c'est lié aux antibiotiques également, et la médecine en général. Et puis, ce qu'on a pu observer, c'est que, alors que ces maladies-là diminuaient, que certaines étaient éliminées, eh bien, elles étaient en partie remplacées par d'autres maladies. Et donc, dans la même période, entre 1950 et l'année 2000, vous n'étiez pas né, ce que l'on observe, c'est une augmentation d'autres maladies qui ne sont pas des maladies liées à un microbe responsable, à un microbe agresseur ou dangereux, mais à un déséquilibre de la relation entre l'homme et ses microbiotes. Alors, comment c'est possible en fait? Comment on en est arrivé là, à cette situation où on a des maladies qui augmentent et même qui augmentent de façon incontrôlée aujourd'hui, hein. On ne peut que constater l'augmentation. C'est lié au fait qu'on a changé énormément de choses qui vont impacter le jeu, le travail d'équipe
entre l'homme et ses microbes. On a changé par exemple les habitudes alimentaires. On a vu comment les fruits et légumes apportent des fibres qui sont de la nourriture pour les microbes et on a diminué énormément l'apport de fruits et légumes. On l'a divisé presque par 5 entre vos grands-parents et ce que vous ingérez aujourd'hui. Donc c'est beaucoup moins d'énergie ou de nourriture pour les microbes et du coup moins de microbes en quantité et surtout en diversité. On a changé nos modes de vie. On est un petit peu plus comme le monsieur à droite qui est assis devant son ordinateur, beaucoup plus longtemps dans la journée. On bouge moins en fait qu'on bougeait avant. Et ça impacte aussi notre corps et nos microbes. Et puis, on a changé aussi beaucoup l'exposition à un monde chimique. On a changé en fait la pollution dans l'environnement. Et ça va aussi jouer sur notre microbiote intestinal directement et peut-être un peu indirectement à travers la façon dont ça agit sur notre corps. Alors on a changé tout ça en oubliant qu'on est une équipe avec des microbes à l'intérieur et que cette équipe elle est importante parce que les microbes nous protègent. Et donc si on fragilise l'équipe, si on fragilise nos microbes, eh bien, on va potentiellement fragiliser notre santé. Alors, est-ce que les microbes, dans ces maladies qu'on voit augmenter aujourd'hui de façon incontrôlée, sont en cause? Est-ce qu'ils sont en partie au moins responsables? C'est une question importante pour les chercheurs. Et donc, on s'est demandé comment on allait pouvoir étudier, peut-être démontrer ou au moins commencer à démontrer ce lien entre les microbes et les maladies, l'altération du microbiote et les maladies. Et bien, encore une fois, le même petit indice en bas à droite, les petites souris, c'est un outil qu'on a pu utiliser pour avancer sur ce terrain-là, avec une méthode que j'ai évoquée un petit peu, qui est le transfert de microbiote. Et donc, ce qu'on a essayé de montrer dans la recherche, c'est que le transfert de microbiote, par exemple de l'homme malade vers l'animal, permet de reproduire la maladie. Ce qui illustre cette image, c'est que si on transfère le microbiote d'un individu qui est en surpoids, qui pèse un petit peu trop en fait par rapport à la normale, vers des souris qu'on a élevées sans microbes, eh bien on se rend compte que ces souris-là, elles vont prendre du poids plus vite que si on transfère le microbiote d'un individu qui n'est pas en surpoids. Et donc, on a fait cette démonstration dans un grand nombre de maladies. Des maladies du ventre, des maladies du foie, certaines maladies du cerveau également. On sait que le développement du cerveau ou notre perception de stress, par exemple, ou d'angoisse, de peur, peut être conditionnée par des signaux qui viennent du microbiote intestinal. Et on l'a démontré par ce type de transfert. Et puis, il y a un autre type de transfert qui a permis d'avancer pour démontrer qu'il y a une relation entre le changement du microbiote et la maladie, qui est le transfert de l'homme vers l'homme. Dans ce cas-là, l'objectif que l'on se donne, c'est de démontrer que si on transfère le microbiote de quelqu'un qui est en bonne santé vers quelqu'un qui présente une maladie, on va potentiellement guérir la maladie ou en tout cas améliorer les conditions du malade. Et ça a été fait également. Aujourd'hui, de plus en plus, au niveau de la recherche, ce n'est pas encore dans la médecine, mais au niveau de la recherche, pour des maladies du ventre, pour des maladies du foie et pour des maladies du cerveau. Et donc c'est un élément de la démonstration du chercheur que le changement du microbiote et l'impact qu'il a sur l'équipe que l'on fait avec nos microbes va pouvoir avoir un rôle important dans les maladies qui aujourd'hui augmentent en importance de façon incontrôlée. Alors on peut se demander ce qui dérègle le jeu de l'équipe qu'on constitue, qu'on forme avec nos microbes. Et parmi les éléments qui jouent de façon très importante, il y a l'alimentation, et notamment l'alimentation très transformée, en fait, qui est illustrée ici par les images que vous voyez. Il y a aussi les boissons, et notamment les boissons sucrées, qui vont agir indirectement, notamment sur le microbiote intestinal, ou l'alcool, ou le tabac, également, qui jouent sur le microbiote intestinal, potentiellement indirectement, et en faisant diminuer sa diversité et sa richesse. Il y a les médicaments,
bien sûr les médicaments, en fait. Certains ont vocation à agir ailleurs que là où on a nos microbes, et notamment ailleurs que dans le tube digestif, mais qui vont quand même avoir un effet sur le microbiote intestinal. Alors j'ai représenté ici le stress, c'est effectivement un élément qui va jouer sur le microbiote intestinal également, en le perturbant, et potentiellement en perturbant le tube digestif lui-même, donc la maison, mais si on perturbe la maison, on va perturber le microbiote intestinal. Et puis on a également la pollution que j'ai représentée ici par cette petite planète en mauvaise santé, et qui va pouvoir jouer effectivement également sur la santé du microbiote intestinal et de l'équipe que l'on constitue avec notre microbiote. Et si effectivement le microbiote est altéré par certains de ces facteurs, eh bien, ce que l'on va avoir, c'est qu'il sera en moins bonne santé lui-même et il n'exercera plus les fonctions protectrices. Donc on ne va plus avoir une bonne symbiose, une bonne relation avec gagnant-gagnant en fait avec nos microbiotes, et on va perdre notamment la fonction de protection, le bouclier que l'on développe contre par exemple les microbes de l'environnement. Alors il y a un exemple que je voulais donner ici, qui est une infection, l'invasion par un microbe dangereux qui est causée par un médicament. Ça arrive quelquefois notamment même à l'hôpital en fait, et ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que le médicament que l'on va apporter, qui ne vise pas nécessairement le microbiote intestinal, va avoir un effet sur le microbiote, un effet qui fait que le microbiote va être diminué en richesse, en diversité. Quand il perd en richesse et diversité, il laisse la place à d'autres microbes finalement. Ça va également entraîner une perte de l'effet protecteur, l'effet bouclier contre les microbes de l'environnement. Et à ce moment-là, on peut avoir un développement très très important, une invasion par des microbes qui, eux, sont dangereux et qui vont entraîner une sensation de maladie ou une vraie maladie, une vraie infection chez l'homme. Et dans ce cas-là, on s'est demandé si on ne pouvait pas agir en reconstruisant le microbiote intestinal. On l'a vu tout à l'heure dans les exemples qu'on a donnés, où on peut utiliser le transfert de microbiote. Et bien, dans ce cas d'une infection qui est liée ou causée par un médicament, on a pu démontrer que l'on peut guérir grâce à un microbiote en finalement refaisant une équipe qui gagne avec un microbiote venant d'une personne qui ne présente pas la maladie. Voilà, une petite pause pour des questions si vous en avez. Alors, on a vu que le stress peut être un facteur d'altération, de modification du microbiote intestinal. Et la question est, est-ce qu'on sait qui est la cause et qui est la conséquence? Et donc, on connaît maintenant un petit peu mieux les mécanismes par lesquels ça agit. Par exemple, on sait assez bien que quand on est stressé, angoissé par un examen, ça peut jouer sur le transit intestinal. On peut avoir la diarrhée. Et en fait, les mécanismes sont assez bien connus. Le principal est quelque chose que le corps humain produit quand on a du stress, qui est le cortisol, en fait, et qui est produit au niveau des reins ou au-dessus des reins, et qui se répand dans tout l'organisme, et qui va jouer notamment sur la paroi intestinale, et donc sur l'état de la maison des microbes. Et quand on agit sur la paroi intestinale, on va fragiliser finalement la maison des microbes, on va fragiliser le microbiote intestinal, ça va aussi laisser passer un petit peu trop de signal ou de microbes vers le sang, et ça développe de l'inflammation qui va agir. Et dans l'autre sens, c'est-à-dire du microbiote vers le cerveau, eh bien, on sait aujourd'hui qu'il y a au moins 3 ou 4 voies différentes en fait, par lesquelles le signal peut passer. On peut dire qu'il y a un dialogue, une communication, une conversation entre les microbes dans l'intestin et notre cerveau. Ça passe par la voie nerveuse, par les nerfs en fait, et il y a un nerf principal qui remonte de l'intestin jusque dans le cerveau, qui s'appelle le nerf vague. Il va emmener du signal qui vient de la façon dont notre système nerveux reçoit le microbiote et les sensations qu'il va conférer. Et puis aussi, il y a des petites molécules
qui sont produites par les microbes, qui, elles, passent par le sang, et qui peuvent être actifs au niveau du cerveau. Et qui peuvent être actifs sur, par exemple, la perception de ce qu'on appelle la satiété. Quand on a mangé, quand on a assez mangé, bah, finalement, on va arrêter parce que notre cerveau nous dit bah, tout va bien. Et le microbiote va contribuer à cette perception de j'ai assez mangé. Il va jouer aussi sur la perception d'angoisse, de stress, d'anxiété, à travers des petites molécules qui peuvent être véhiculées de l'intestin vers le cerveau, ou au contraire, des molécules qui vont protéger, qui vont nous laisser dans un état mental en fait assez serein, assez heureux. Et donc ça contribue effectivement à travers ces voies-là. Puis il y a une troisième voie au moins que je peux citer, qui est une voie qui passe par nos défenses. En fait, le bouclier que j'évoquais tout à l'heure, c'est un mécanisme de défense du corps humain. Eh bien, le microbiote est en relation directe, en dialogue direct avec ce mécanisme de défense. Et ce mécanisme de défense, comme il doit agir partout, il envoie du signal partout, et y compris dans le cerveau. Et ce signal-là, il peut agir. Alors ça va encore plus loin. On peut avoir des situations où le dérèglement au niveau du microbiote intestinal joue sur le développement du cerveau. Et ça veut dire que ça peut entraîner une relation forte avec des maladies mentales ou la dépression par exemple. Et donc dans ces cas-là, on se dit aujourd'hui que agir sur le microbiote pourrait être un élément, un moyen d'accompagner la médecine actuelle, en fait, les traitements actuels. Oui, oui. Oui, on a vu qu'il y a ces maladies qui ont diminué beaucoup et puis d'autres maladies qui augmentent. Et la question est, est-ce qu'il y a une relation directe entre les deux? Et en fait, alors, ce que l'on sait, c'est que dans les sociétés modernes sur la planète qui sont concernées par ça, et ce que je montre là, la diminution de certaines maladies, l'augmentation d'autres, ça ne concerne pas vraiment beaucoup les tribus, par exemple, qui vivent à l'écart de la modernité. Donc on se dit qu'il y a peut-être une relation à cause de ça. Et puis ce que l'on sait aussi, c'est que dans nos sociétés modernes, on utilise beaucoup les antibiotiques, par exemple. Et les antibiotiques ont un effet souvent secondaire, indirect, sur le microbiote intestinal, mais ça va appauvrir le microbiote intestinal. Et à travers plusieurs générations, le microbiote qui est transmis de la maman vers l'enfant, et puis quand l'enfant grandit et devient une maman vers ses enfants, à travers plusieurs générations, on a effectivement une perte de la richesse du microbiote intestinal qu'on a pu mesurer. Aujourd'hui, on sait qu'entre nous, en France, et des tribus qui vivent en Amazonie, par exemple, il y a moitié moins de diversité et de richesse microbienne chez nous que chez les Indiens d'Amazonie. Donc on a, au fil des années, perdu cette richesse et cette diversité qui conditionnent l'état de santé en fait, de notre microbiote intestinal, sa robustesse. Et sa robustesse, c'est son aptitude à résister à la modification s'il y a un petit peu d'agression de l'extérieur, et puis aussi son aptitude à se reconstruire après un stress. Donc il y a potentiellement une relation assez étroite entre les deux, effectivement. Alors, oui, qui ne va pas jusqu'à dire plus on se protège, plus on se fragilise. Alors il y a effectivement une théorie qu'on appelle la théorie de l'hygiène, qui dit que la richesse du monde microbien que l'on rencontre après la naissance, et on a vu que c'était un moment particulier où on vient d'un environnement où il n'y a pas de microbes, puis on va rencontrer les microbes et ils vont en partie au moins s'installer dans notre corps, au niveau de l'intestin ou du tube digestif notamment. La richesse de ce que l'on rencontre dans notre environnement de vie, notamment dans les périodes précoces de la vie, va potentiellement conditionner énormément de choses, et notamment la mise en place du bouclier de notre système de protection, de défense, en fait, qui est vraiment qui se met bien en place s'il y a cette exposition à beaucoup de microbes, en fait, quoi. Et donc, la traduction, l'image qu'on peut en donner, c'est
c'est pas si mal que ça si on rencontre plein de microbes dans les périodes précoces de la vie. Si quand on est un enfant qui a 4 pattes par terre sur la pelouse ou dans le sable ou à sucer ses jouets, bah, finalement c'est aussi un moyen d'interagir avec le monde microbien et de mieux construire des défenses robustes en fait, effectivement. Ça se joue assez petit. Effectivement, la période précoce de la vie est une période qui est assez clé par rapport à ces mécanismes-là. Alors, il y a quand même une correction qui s'opère au fil du temps. Par exemple, on sait qu'une naissance par césarienne, donc où là, la maman ne peut pas donner naissance par voie basse, et donc c'est pas une sortie naturelle, c'est une opération où on va ouvrir puis on va faire sortir le bébé, parce que voilà, il faut faire ça pour que la maman soit protégée et que le bébé soit protégé. Quand on fait ça, on n'a pas le passage et l'exposition aux microbes maternels. Et donc, ça met plus de temps à se construire. Mais finalement, on sait qu'au bout de 2-3 ans, on va retrouver une richesse et une diversité de microbiotes qui est pratiquement comparable. Donc, l'exposition aux microbes de l'environnement va avoir fait son travail. Voilà, j'ai un dernier volet qui est beaucoup plus court en fait, hein, qui vise simplement à se demander comment il faut faire pour bien faire équipe avec notre microbiote. Et donc, ce que j'ai repris dans cette diapositive, qui sera ma dernière ou presque, c'est que finalement, à travers ce que j'ai évoqué, on voit comment l'alimentation va jouer un rôle important au sens bénéfique, en fait. Et donc, c'est tout ce qui est présenté à gauche où j'ai mis « il faudrait préférer ». Il faudrait préférer, on va commencer par les fruits et légumes en haut. J'ai évoqué, les fruits et légumes apportent des fibres, et les fibres sont une source d'énergie pour nos microbes. Et donc là, c'est vraiment une façon directe de nourrir la richesse et la diversité de nos microbes. Nos microbes, ils sont capables de dégrader les fibres. Alors eux, ils ne sont pas capables de voir si c'est de la carotte ou de la tomate ou de l'orange. Mais par contre, c'est des spécialistes parmi nos microbes, ceux qui sont capables de dégrader les fibres. Donc si on leur donne une grande richesse, une grande diversité, à ce moment-là, on va effectivement nourrir une grande diversité de microbes qui dégradent les fibres. C'est des choses un petit peu compliquées, les fibres. Ils les coupent en petits bouts, et les petits bouts vont servir à nourrir tout le monde, en fait, dans le monde du microbiote. Et donc, c'est vraiment important d'apporter une grande diversité, une grande richesse de fruits et légumes dans notre alimentation. L'alimentation, c'est aussi les graisses, en fait. Et donc là, j'ai représenté une bouteille d'huile d'olive. Parmi les graisses qu'on utilise, il y en a qui sont encore plus favorables parce qu'elles vont protéger le microbiote. Alors c'est indirectement, c'est-à-dire qu'elles vont jouer sur le bon état de la maison du microbiote, du tube digestif, dont on parle depuis tout à l'heure. Et c'est le cas aussi de certains poissons, les poissons gras, on appelle ça les poissons gras, comme le saumon, le maquereau qui est représenté ici, ou la sardine par exemple. On peut aussi apporter des microbes et qui vont potentiellement avoir des fonctions bénéfiques. Donc c'est ce qu'illustre le pot de yaourt en bas à gauche. Le yaourt contient des microbes. Un pot de yaourt, c'est des milliards de microbes. Et certains microbes qui sont apportés par les produits laitiers fermentés, là c'est une fermentation, vont exercer des effets bénéfiques, pas forcément sur le microbiote directement, mais là encore sur le tube digestif, et donc préserver le bon état de la maison du microbiote, ou agir également sur notre bouclier, sur nos défenses, directement. Et donc ça peut être intéressant d'ingérer, de manger en fait des yaourts ou des produits fermentés en général. C'est le cas par exemple de la choucroute également, ou certaines boissons, y compris des boissons pétillantes en fait, qui sont obtenues par l'activité des microbes et qui vont nous apporter des microbes qui peuvent être protecteurs. Et puis ce que j'illustre en bas à gauche, c'est l'exercice en fait, l'exercice physique, l'activité, et au grand air, est également quelque chose qu'on va pouvoir considérer comme bénéfique, comme protecteur, en fait, globalement. Et puis, à l'inverse, ce qu'il va falloir limiter, c'est tout ce qui est présenté à droite. Donc, limiter l'apport dans l'alimentation, ce qui est très, très, très transformé, en fait, ce qui est loin de ce qui est un petit peu brut, en fait, hein, et qu'on va récolter directement. Tout ça, ça va apporter des additifs
chimiques qui, pour certains, ne sont pas très bons pour la maison du microbiote, en fait, pour le tube digestif, et donc qui vont potentiellement altérer le microbiote intestinal. J'ai représenté ici une canette. Les boissons sucrées, pétillantes ou non, ça ne change rien, sont en fait également pas très bien pour le tube digestif, pas très bien pour globalement la façon dont on récupère de l'énergie, et ça va jouer indirectement, mais assez rapidement sur le microbiote intestinal. Alors les médicaments également vont jouer. Alors bien sûr, quand ils sont prescrits par le médecin, ils ont une vocation à nous aider et nous guérir, donc il ne s'agit pas de jouer sur cette prescription, mais par contre, quand ils ne sont pas prescrits par le médecin, ce qu'on appelle l'automédication, la décision soi-même de prendre des médicaments, c'est vraiment pas une bonne idée par rapport au maintien, à la préservation de l'équipe qu'on forme avec notre microbiote intestinal. Le stress est également un facteur, et puis on l'a évoqué, la pollution, l'exposition à des composés toxiques de l'environnement va également être défavorable. Voilà, je vous ai donné plein de clés. Et sur cette base-là, je pourrais vous inviter à réfléchir un petit peu à comment vous pourriez constituer un repas qui serait favorable pour votre microbiote. Je crois que j'ai une dernière diapositive qui, pour moi, est l'occasion de vous remercier de votre attention et puis de vous donner deux missions. La première, de prendre soin de notre belle planète, et la deuxième, de prendre soin de votre microbiote.